Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 25 janvier 2020, le numéro 4, dernière semaine de janvier. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité, monsieur Jean Deflore, directement de Québec. Nous allons aborder plusieurs sujets et entre autres l'arrivée sur le réseau Netflix de la télésérie en 10 épisodes, première saison, Messie, Machia, l'Antichrist ou l'Antéchrist. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant, dont c'est l'anniversaire cette semaine, et la version MP3 par Jean-François Poulain dans le Forum Hollandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Spirale. Bonne écoute. Et oui, nous sommes de retour, comme à tous les samedis soirs, et cette fois avec un invité que vous attendez, j'allais presque dire religieusement. On va parler de religion aujourd'hui. Il s'agit de Jean Deflore qui est avec nous, mais via Skype, directement de chez lui à Québec, dans le beau soleil et les plantes tropicales. Bonjour Jean. Bonjour. Moi, j'avais le goût de vous dire que j'étais en Asie à 12 heures de différence. C'est pour ça qu'il fait soleil chez moi. Alors, oui. Ça ne marchera pas. Mais je vais te dire que tu es mieux de ne pas être en Asie de ce temps-là avec la maladie, l'épidémie qui s'en vient, telle qu'annoncée depuis l'automne. L'automne dernier, ils ont dit qu'il y avait une série qui commençait cette année, en 2020, qui s'appelle Épidémie, et que j'ai écouté, enregistré toutes les semaines, pour se rendre compte qu'on dirait qu'il y a des messages qui passent à travers des séries de télévision. Il y en a une dont on ne peut pas ignorer l'arrivée, qui est arrivée et qui a fracassé les codes d'écoute. Il s'agit sur Netflix, un peu comme l'année dernière qui était sur HBO, c'était Game of Thrones. Ben maintenant, c'est sur Netflix, Messie, Machia. Alors, est-ce que tu l'as vu? Ben oui, je l'ai regardé, et puis c'est intéressant parce que cette semaine, tu m'as glissé mot de ça, et puis on s'en était pas parlé. Et effectivement, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça nous donne un peu une perspective de comment ça se passerait si aujourd'hui le Messie, Jésus, était de retour. Alors, donc, on peut s'imaginer que ça serait très pénible pour cet individu-là, avec, si ce n'est que les médias sociaux, mais aussi toute la structure, les structures en place dans nos sociétés modernes. Oui. Alors, on voit des scènes, on voit pas des scènes parce que je n'ai pas besoin de montrer des extraits vidéo, mais au moins on voit des images. Ce serait lui le Messie. Je le trouve plus sympathique comme personnage, quoi qu'il est petit de taille, il n'est pas très grand. Mais son visage, regarde, si on le compare avec d'autres Messies qui ont fait le cinéma et qui font même les beaux jours de certaines séries de Jésus, de la Bible, les évangiles de Jésus. Regardez, ils ont de l'air plus des visages américains, ou d'autres, comme celui-là ici, qui a de l'air plutôt féroce. Je suis pas sûr, moi, que Jésus arriverait avec un visage aussi fort, presque rébarbatif, on dirait. Alors que ce petit Messie, il faudrait comprendre que c'est un personnage qui existe réellement de cette allure-là. Il est arabe. Il a eu son éducation, l'acteur, j'entends, je pense que c'est en Belgique. Il parle plusieurs langues, 6 langues, et toutes les traductions qui ont été faites de la série, qui est enregistrée et filmée en anglais, évidemment, la traduction française, c'est lui qui est le même que l'acteur qu'on voit dans le film, qui est la voix qu'on entend. C'est vraiment lui qu'on entend, autrement dit. C'est pas une voix un voice-over, là, comment est-ce qu'on appellerait ça, là, un doublage. C'est lui qui se double lui-même, mais en français. Tu as vu les 10 épisodes, parce que ça s'est limité qu'à 10 épisodes. Ça a débuté le 1er janvier 2020. On dirait qu'il voulait absolument attendre que l'année 2020 arrive. Et ça a débuté en 2020, et dans le générique à la fin, on voit production 2020. Même si on sait bien que ça a été filmé il y a déjà 6 mois, 1 an. Mais c'est maintenant, ils ne voulaient pas que ça soit diffusable et diffusé avant que ça commence en 2020. Et donc,
T'as-tu vu les 10 épisodes? Tout à fait. Oui, je les ai regardés assez rapidement, en quelques jours à peine. Et il y a des choses qui sont en train de se passer sous nos yeux. J'espère qu'il y en a qui ont les yeux ouverts pour voir, puis il y en a tellement qui sont complètement étourdis par des films à science-fiction avec beaucoup d'actions extrêmement rapides dans toutes sortes de domaines. C'est violent, c'est bruyant, c'est rapide, ça donne pas le temps de réfléchir 2 secondes. La semaine dernière, j'ai lancé une question à la fin de l'émission, et cette semaine, j'en aurai une nouvelle à vous proposer, mais je vous demandais, est-ce que vous êtes intéressé à savoir le contenu d'une émission, ou d'un film, ou d'un livre, avant de le lire? Est-ce que vous voulez même connaître le punch, connaître comment ça finit? Si ça finit en queue de poisson, ça vaut peut-être pas la peine de regarder toute une série si après 2 ans, 5 ans ou 6 ans, comme c'est arrivé pour Game of Thrones, puis on s'aperçoit que les 5-6 derniers épisodes, on s'en débarrasse. Ça vient de finir. C'est comme si on écoute une pièce de musique ou une pièce de théâtre, puis où ils ont manqué de budget pour le finir, mais ils se débarrassent, puis ça finit. Ça finit pas à la hauteur de ce qu'on avait comme espoir que ça soit grandiose. Je pense que dans la guerre des étoiles, ils ont réussi à récupérer quelque chose, mais il faut vraiment être très attentif. On l'a soulevé, nous, Jean, qu'il y avait, soi-disant, un retour sur les midi-chloriens, sur les Wills, W-H-I-L-L-S, qui était dans l'intention de George Lucas, que les 3 derniers épisodes devaient nous ramener les midi-chloriens, le contact avec le journal des Wills. On est les seuls qui ont ramené ça là, sur Internet, personne n'en parle. Même dans des critiques, je me suis procuré des magazines intéressants sur la guerre des étoiles, et chose incroyable, mais des magazines hyper spécialisés qu'on retrouve dans les kiosques journaux. Aucun mot sur les Wills et rien sur les midi-chloriens. Alors qu'on nous parle des séries, des romans, des maquettes, des petits personnages en plastique et tout ça. Jean, j'ai relevé plusieurs fois dans mes analyses que tu nous avais dit qu'il y a une intention très évidente, même si elle n'est pas avouée publiquement, évidemment, de détruire l'esprit qui présidait à ces séries, soit de films, chaînes d'émissions de télévision, genre là, La guerre des étoiles et tout ça. On s'en va vers quoi, là, Jean? On s'en va où, là? On s'en va, on dirait, nulle part, dans un désert. Non, ben on en a souvent parlé. Il y a comme un changement. On est dans une époque de changement. Et puis, il y a différents... Je me répète, il y a différents groupes qui bataillent pour prendre le contrôle. Ouais. Fait qu'en ce moment, on assiste à comme on défait les structures, mais on propose très peu de nouvelles structures parce que la bataille, les jeux ne sont pas encore faits. Alors ceux qui gagneront, ben, auront le privilège de proposer les nouvelles structures. On en a eu des avant-goûts, on en a parlé la dernière fois avec les nouvelles structures financières qui s'annoncent. Et puis, ben, moi, une des choses très positives que je retiens, c'est le discours de Donald Trump à Davos, au Forum économique. Parce que dans ce discours-là, il y a une petite perle. Et puis, je me permets de partager mon écran avec vous pour vous la montrer, parce que je pense pas que ça a été repris par beaucoup de médias francophones. Alors, j'y vais tout de suite. Je partage l'écran. Et puis, je vous montre que ça vient du site de la Maison-Blanche, le site officiel. C'est des remarques du président Trump. C'est son discours qu'il a fait le 21 janvier à Davos. Et puis, ça, c'est tout son discours qu'on peut aussi entendre sur YouTube. On peut le trouver facilement sur YouTube et à d'autres endroits. Et où je veux vous montrer qu'il y a un petit paragraphe très intéressant où il fait le bilan. Là. Tout ça, c'est un peu le bilan de son administration. Il dit, il y a 2 ans, il était venu, il leur avait dit qu'est-ce qu'il allait faire et maintenant, tout ce qu'il a réalisé, de son administration, évidemment, il ne prend pas tout le crédit personnellement, là, mais tout ce que son administration a réalisé. Et là, il parle dans les paragraphes précédents de cette vision pessimiste du monde, un peu comme tu nous la présentes, là, de dire
on arrive à une fin, et tout est en changement, et puis qu'est-ce qu'il y a devant nous? Et puis, il est très optimiste dans sa présentation, et voici, j'ai pris ce petit paragraphe-là, et puis je l'ai traduit pour vous dans Google Translate. La traduction est assez bonne, et puis on dit ceci. Les grandes percées scientifiques du 20e siècle, de la pénicilline au blé à haut rendement, en passant par le transport moderne et les vaccins révolutionnaires, ont élevé le niveau de vie et sauvé des milliards de vies dans le monde. Et nous continuons à travailler sur des choses dont vous entendrez parler dans un avenir proche, et qui, de même aujourd'hui, assis ici en ce moment, vous ne penseriez pas qu'il soit possible que nous ayons trouvé les réponses. Vous en entendrez parler, mais nous avons trouvé des réponses à des choses qui, selon certains, ne seraient pas possibles, certainement pas en très peu de temps. Alors, je trouve que tu me dis où on s'en va, ben on s'en va vers des changements importants, mais aussi des révélations importantes. Moi, c'est ce que je te dirais, mon cher Richard. Mm-hmm. Il y a, dans ce texte-là, on fait allusion à des sujets comme la médecine, l'agriculture et l'énergie, les modes de transport, et finalement la technologie. En parlant de vaccins, on parle de nanotechnologie, c'est à ça qu'on fait référence. Donc 4 axes très importants pour lesquels on annonce qu'il y aura des dévoilements dans les prochains mois, prochaines années, là. On parle très bientôt, là. Et donc, lui, il fait probablement référence à un second mandat, donc, ou avant même son prochain mandat. Donc, moi, je suis beaucoup plus optimiste que pessimiste dans ce sens que, oui, il y a des changements, il y a des structures qui s'effondrent, mais c'est indispensable. Hein? On ne fait pas de gâteau sans casser des œufs, hein? Des omelettes sans casser des œufs. Alors, ben, c'est ça. Donc, si on veut voir du changement, ben, il va falloir qu'il y ait des structures qui tombent. Et puis, c'est incontournable. Et puis, depuis le temps que tu nous présentes dans les émissions qu'il y a de la technologie, du savoir qui n'est pas communiqué, ben, je pense qu'on y arrive. Il y a un certain savoir qui sera partagé dans les prochaines années. L'expression « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », il faut être en cuisine pour le comprendre, mais pour se rapprocher de la nature, j'aime beaucoup, moi, les allusions à des choses naturelles. Il n'y a pas de plante qui ne pousse sans passer ou casser ou défaire la graine. C'est comme casser un œuf, mais il faut qu'il casse la graine, ou elle pourrit, et là, à partir de là, la plante va grandir, va pousser. Il n'y aura pas de fleurs sans bourgeon qui va éclater. Alors, il n'y aura pas de fleurs de la civilisation qui arrive à une âge d'or, parce qu'on dit qu'après le Kali Yuga, on revient au Kriya Yuga qui va être l'âge d'or. On revient à 1000 ans de paix, de bonheur sur la Terre. C'est peut-être pas long, 1000 ans, ça sûrement, là, mais ça a l'air qu'il y a tellement de choses qui vont être effacées de nos mémoires rapidement, de façon à ce qu'on ne retombe pas dans le piège de vouloir dominer, exploiter, abuser, dénaturer. On va revenir aux vraies valeurs naturelles, aux vraies valeurs spirituelles, et avec cette entraide, cet amour fraternel et communautaire, on va probablement en arriver à un plan d'âge d'or qui va durer à peu près 1000 ans, disons. Et pour ça, ben, il faut que justement l'ancien monde de destruction, d'affrontement, de guerre disparaisse. Et il y a 2 méthodes. Et si vous allez voir encore une fois la fameuse série Messia, c'est clair, le message est très très clair. Et je reviens avec un extrait d'un texte qui est sorti de Davos, comme tu viens de faire avec Trump. Celui-là, ben, c'est la déclaration de Poutine. Et Poutine est allé utiliser presque les mêmes termes que dans la série Messia, qui est sur Netflix,
lorsque le Messie rencontre le président des États-Unis. Ça se passe d'ailleurs à peu près à notre époque, Messia. Hein? C'est entre 2011 et 2023. Et il a un entretien privé avec le président américain qui devait être gardé caché, secret, et qui le lendemain, le jeune Messie décide d'en parler dans une conférence de presse, qu'il s'est entendu avec le président des États-Unis pour un plan de paix pour toute la planète Terre. Eh bien, Poutine a pris la balle au bond, parce que ça doit être traduit aussi en Russie, et extrait de cette fameuse série Messia, Poutine est venu faire une proposition à Davos en disant « On peut arriver à un nouveau temps sur la planète Terre extraordinaire pour l'humanité en autant qu'on abolit nos armes, nos armées, et qu'on ramène la paix. Quand on a le pouvoir de tout détruire, on a aussi le pouvoir de détruire la guerre, d'arrêter de faire des affrontements qui vont nuire à tout le monde et qui peuvent même nous amener à un apocalypse de destruction totale. Et ça, le Messie, devant le président des États-Unis, lui dit en pleine face, vous pourrez devenir le plus grand homme de l'histoire en étant celui, président des États-Unis, qui a amené une paix mondiale et durable, ou vous aurez à payer le prix et ça coûtera très cher. Et Poutine est arrivé, non pas avec, parce que le président se recule et il dit, vous faites une menace? Il dit ça au Messie, là, au gars qui... Non, pas du tout. Il dit, c'est un conseil. C'est un conseil que je vous donne. Et Poutine a utilisé la même dynamique dans son discours pour dire, c'est pas une menace, mais ça risquerait de tourner très très mal s'il faut qu'on commence à s'agacer militairement avec des escouades, des attaques ici, des attaques là. Ça risquerait de se développer très rapidement en guerre mondiale et sûrement nucléaire et tout le reste. Et là, on perdrait, au change, toute l'humanité perdrait. Hein? Fait que, dans ces séries-là, il y a comme un message, il y a comme une forme d'éducation populaire qui est faite, mais plus que ça, je dirais. C'est probablement inspiré, comme tous les livres, comme tous les romans, comme toutes les vies sont inspirées. Ta vie, ma vie, nos vies sont inspirées. Et on ne suit pas toujours la voie des midi-chloriens qui est en nous pour avoir la force de prendre les bons choix par la volonté, le willpower. Si on ne veut pas y arriver, on n'y arrivera pas. Ça prend paix sur terre aux humains de bonne volonté, willpower. Et si on ne l'a pas, on passera à côté, puis tout le monde va y perdre au change. Ou alors, tout le monde y gagne. Et là, comme tu disais, Jean, il faut être optimiste en disant, si on passe à travers les quelques années, j'allais presque dire les quelques mois qui restent, hein, 2023 arrive bien vite, là. Tout à fait. Écoute, Richard, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous laissent croire qu'il y a des choses qui vont dans la bonne direction. Il n'y en a pas eu de guerre en Iran. Hein? Je vous ai pas appelé, puis je t'ai pas appelé pour dire « Hey, on fait une émission spéciale, on va parler de la guerre en Iran. » Non, parce que c'était inutile. Ben oui, parce que les Américains qui ont été tués de manière très chirurgicale avec un drone, certains Américains, oui, les États-Unis avec un drone, qui ont tiré avec un rayon laser sur, je me souviens pas trop, là, le général le plus gradé de l'Iran. Oui, c'est ça, mais qui était malveillant. Hein? On a beau dire la propagande, là, mais parce que, même en Iran, il y en avait un peu plein de chapeaux de ce gars-là. On en a parlé, hein, il y a quelques émissions de ça. Les grands médias ont ont deux objectifs. Un, ce sont des services de renseignement pour les gouvernements. Les journalistes travaillent pour fournir du renseignement aux autorités. Et aussi, pas tous, là, les journalistes, évidemment, là, mais ceux qui couvrent la politique internationale et puis les aspects militaires. Là. Je ne parle pas des journalistes sportifs. Là. Mais alors, tout ça pour dire que ils ont deux fonctions. Un, c'est renseignement et l'autre, c'est désinformation auprès de la population.
Puis dans les journées précédentes et suivant ce qui s'était passé en Iran, c'était, si on écoutait les bulletins de nouvelles, lisait les journaux autant de conventionnels qu'alternatifs, c'était l'apocalypse. Là, il nous restait pas plus que 48 heures à vivre. Là. Moi, je t'ai pas téléphoné, si tu te souviens bien. Je t'ai même pas donné signe de vie cette semaine-là. Puis j'ai dit non, ça sert à rien de faire une émission spéciale, il se passera rien. De la même façon que je vous avais dit qu'il y aurait des choses qui se passeraient du côté de la Corée, qu'il n'y aurait pas de guerre avec la Corée. Vous vous souvenez, à un moment donné, c'est venu, là, il va y avoir une grosse guerre, la Troisième Guerre mondiale avec la Corée. C'est pas arrivé. Non, c'est vrai. Parce que ce que l'on lit dans les grands médias, ce n'est pour que créer de la distraction, de la frayeur, nous amener dans une direction qui n'est pas celle que l'on devrait, sur laquelle on devrait focusser. Alors, donc c'est encore ça qui est arrivé. Là, on va voir avec ce chronovirus-là de Chine. Alors, qu'est-ce que ça met en relief, cet événement-là? Ça met en relief que, oui, les Chinois, tout comme les Occidentaux, tout comme les gens au Moyen-Orient, ils font des expériences. C'est une zone où le virus du SARS est apparu, hein, le SRAS, je pense qu'on dit en français. Oui. Ça vient de la même zone, du même laboratoire. Alors, c'est clair qu'ils ont des problèmes pour contenir leurs expériences. Ils ont des employés qui tombent malades. Les employés, en étant malades, le transmettent à d'autres personnes quand ils sortent de leur lieu de travail. Le laboratoire. C'est comme ça que des virus inventés se retrouvent dans la population. Bon. Alors, est-ce que ça sera l'hécatombe qu'on nous prédit? Je ne crois pas, parce qu'encore une fois, que ce soit les médias alternatifs ou les médias conventionnels, on cherche à apeurer. On voit que ça marche toujours avec la peur. Hein? Pendant ce temps-là, on ne parle pas des choses positives, comme ce que tu viens de parler avec Poutine, comme ce que Donald Trump a proposé. Dans les deux cas, ce sont des choses très positives. Est-ce qu'on en entend parler dans les médias de façon générale? Non, on n'en entend pas parler. Tout le phénomène de confirmation autour du phénomène ufologique, on entend très peu parler. Et ça, c'est fondamental pour l'humanité, là. C'est des choses très, très importantes. Alors, encore une fois, on se concentre sur du spectaculaire, un peu comme les films dont tu parlais tantôt, des montages rapides, on n'a pas le temps de penser puis se dire, voyons, l'histoire ne tient pas debout, ou l'histoire est insignifiante, ou il nous manque des références aux films précédents, ou on nous en rajoute que ça ne tient même pas, la route avec la tradition établie dans les films précédents. Bon, la même chose avec nos médias, on nous bombarde, c'est comme des vidéoclips d'informations. Un vidéoclip, ça passe vite, là, plein d'images, souvent qui n'ont même pas un lien entre elles. Alors, donc c'est le même principe. Donc, il faut apprendre à se débrancher de tout ça. Et puis, je pense que c'est le défi le plus important pour les gens qui veulent passer au travers des prochaines années avec toute leur sanité, c'est d'en laisser passer, puis de ne pas tout lire, puis de ne pas tout écouter, puis de fermer la télévision, fermer le journal, fermer l'Internet des médias alternatifs, et puis c'est de vivre sa vie, et puis d'aller vers les choses essentielles. Comme toi, tu as souvent parlé, tu as souvent dit l'essentiel. Tu as souvent parlé de ça. Alors, c'est vraiment ce vers quoi on doit mettre le focus. Se travailler sur nous, puis sur notre environnement immédiat. C'est sûr que, écoute Jean, pour moi, là, il est presque urgent qu'on réveille un peu le spirituel dans les êtres humains, non pas les religions, retomber dans les pièges d'église et puis de rituels religieux. Non, non, c'est une prise de conscience. Et si on veut se rencontrer, moi je rencontre des gens à tous les jours. On va souvent au restaurant ici à la chocolaterie et c'est rendu le fun. Hey, j'arrive là avec, aujourd'hui j'étais avec Alain Niala, Geneviève, d'autres fois c'est d'autres amis, mais encore des gens qui viennent s'approcher de ma table, on jase, on se met à discuter, les gens s'approchent, je te jure Jean, on arrive à une période où là les gens ont besoin de se dire, on n'est pas fous, hein, on pense comme ça nous autres aussi.
On n'a pas besoin d'aller dans une église pour ça, là. Et on se rend compte que oui, il y a une couche de la société qui arrive à cette étape-là, prêt à changer les choses pour le mieux. Et même nos autorités politiques, économiques, militaires, médicales, sont mis au banc des accusés lorsqu'on s'aperçoit qu'ils ont joué des cordes de pouvoir, de domination, de manipulation, pour dire « Wow, minute, on va pas trouver de bonhomme ». Puis là, je pense qu'on commence à comprendre qu'il n'y a plus grand monde qui veut se présenter en politique pour être chef d'un parti politique. Parce qu'ils savent que la liberté de magouiller elle disparaît de plus en plus. Et si tu veux te lancer en politique, tu as besoin d'être clean parce que, mon boy, d'abord, ils vont éplucher ton passé. Deuxièmement, ils vont te surveiller, puis ils vont attendre le moment de te mettre la corde au cou. C'est pas drôle comme c'était il y a encore quelques années. On a connu Duplessis, on en a connu d'autres après. Et on voit très bien qu'il y a des alliances qui se font en coulisses. Quand le plan Nord n'a pas pu fonctionner chez Jean Charest, qu'on donne le nord du Québec aux Chinois qui s'installaient, hein, ils arrivaient chez eux, là, eux autres. Là. Ensuite, ils ont voulu commencer à acheter des terres au Québec, ils ont voulu acheter des blocs appartements, ils l'ont fait à Vancouver, ils l'ont fait à Toronto, ils veulent le faire à Montréal. Et à un moment, on se dit, wow, minute, là, on est en train de donner ou de vendre notre pays à des étrangers qui n'ont aucune intention, eux autres, de maintenir, si tu veux, là, la culture ou l'évolution de notre société. Ça va être me, myself and I dans notre monde. Il arrive un temps où il faut qu'on s'entende là-dessus. Est-ce que tu viens ici pour transporter ton monde de là-bas ici, ou tu viens pour faire participer la planète à quelque chose de grandiose? Et ça va être un message qui tu sais, Greta, c'est quasiment regrettable, la Greta. Moi, je me souviens d'une petite fille qui s'appelait Samantha Smith. Vous savez pas de qui je parle? Ben, allez voir le complément surprenant. Puis là-dessus, Jean, j'aime ça quand tu reviens sur les compléments de Gilles Surprenant. Parce que Gilles, il apporte une information vraiment complémentaire à ce qu'on se dit dans l'émission de Vidéorandia. Vous manquez 60% du matériel à connaître quand on fait des Vidéorandia. Si vous n'allez pas voir les compléments de Gilles Surprenant, quand Jean nous parle de quelque chose, c'est tout de suite appuyé par des liens que Jean, tu les envoies toi-même à Gilles pour qu'on les ait. Hein? Faut donner beaucoup le crédit à Gilles, là, puis souvent il fait la recherche sans même que je lui envoie. Là. Gilles il travaille très fort et d'ailleurs ça me surprend toujours tout ce qu'il réussit à trouver en français de choses dont je parle dont mes lectures sont plus du côté anglophone. Là. Oui. Alors, je trouve ça fabuleux qu'il trouve toujours des versions francophones de ces sujets-là. Alors, tout le crédit revient à Gilles, et non pas à moi. Ben, Samantha Smith, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, c'est la petite fille dans les années 80 qui avait mis au défi Reagan et Gorbatchev de s'entendre. Si les gens veulent avoir un vrai exemple d'un enfant normal qui s'implique pour essayer de faire bouger les choses, plutôt que la Greta, ils devraient aller voir la petite Smith, qui malheureusement est décédée très rapidement après sa venue sur la place publique. De quelle façon, dans un avion privé, un jet privé qui l'a ramené aux États-Unis, elle et son père, qui est à bord de l'avion, crashé, comme dans le Messie, dernier épisode, le 10e de la saison qui vient de commencer, et c'est arrivé que, pouf, en retournant vers Israël, l'avion privé, un jet privé, qui crash. Maintenant, il est le Messie, c'est pas comme tout le monde, il meurt pas. Mais dans l'histoire... Je ne donnerai pas la fin de tout ça, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu, mais c'est assez songé. Et exactement comme j'avais dit à quelqu'un, c'est Roger Larivière qui m'a dit « Hey, va regarder cette série-là, c'est trop extraordinaire. » Et j'ai dit « Si elle est vraiment bien inspirée, là, elle va se terminer d'une certaine façon. » Et bien, c'est exactement cette façon-là de la première saison se termine avec Messia. Ça ne pouvait pas être autrement que exactement les 3 dernières secondes, je pourrais dire les 20 dernières secondes, sont précieuses, portent le message le plus important, et c'est exactement ça qu'il fallait. Et
ils l'ont suivi le message. Alors je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut être troublant, parce qu'on se demande jusqu'où c'est vrai, jusqu'où c'est faux, jusqu'où... Est-ce qu'ils veulent nous préparer à quelque chose? Est-ce que la série s'appelle Épidémie? Ils veulent nous préparer à l'épidémie qui arrive maintenant. Curieux, ça, hein? Quand ça a commencé, il l'annonçait à l'automne dernier, la série Épidémie. J'ai dit, ne manquez pas ça, parce que c'est ce qui s'en vient sur la planète. Et ça aussi, c'est une des choses étonnantes dans la série Massia, de dire au président des États-Unis, ben oui, c'est dommage que vous ne savez pas ce qui s'en vient. Mais tout ça, Richard, je veux juste te replacer dans ce qu'on a déjà parlé il y a peut-être un an de ça, là. Predictive programming, de la programmation de choses à venir. Oui, programmation. OK. Puis programmer, tu sais, on a des émissions de télévision, puis on a des programmes de télévision. Une émission, c'est on émet, on envoie des idées, des gens qui discutent de choses, on émet, hein, tu sais, on transmet. Une transmission, d'ailleurs. Et on a des programmes. Les programmes, c'est on rentre ça à coup de marteau dans la tête du monde. Comme un agenda. Comme un agenda. Un agenda, comme ce qu'on nous fait là avec les séries qu'on parlait au début là, de l'émission. Alors, une émission comme le Messie, mes chers, c'est clairement dans la catégorie du predictive programming, tout comme une série d'autres films qui portent sur les épidémies. Il y a des choses que c'est prévisible qu'une grande épidémie nous afflige. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, dans le 20e siècle, au début du 20e siècle et dans les siècles précédents. Et il y a une grande portion de la population qui était décédée dans le cadre de la grande plaie là, des années 1500 ou 1600, là, je me souviens. La grippe espagnole? Oui, la grippe espagnole, exactement. Oui. Alors, puis c'est un pourcentage notable là, de la population qui était décédée. Puis ça, je suis sûr que Gilles va nous en mettre dans le complément là, des grandes épidémies qui ont affecté l'humanité. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est le phénomène nouveau, c'est qu'on vit en ville. On vit des millions, il y a des mégapoles, hein, des grandes cités de millions de personnes. Et ça, les plans d'un groupe de l'élite, là, c'est de nous mettre dans des cages à poules, dans l'agenda 2030, qu'on pourra discuter une autre fois, qui était l'agenda 21, dont on voit déjà des répercussions un peu partout. Alors, leur objectif, c'est de nous mettre dans des petites cages à poules, qui sont des condominiums, des grandes tours hautes, sous le prétexte de l'environnement, que c'est ça qui est bon pour l'environnement. Et puis, avec l'effet dévastateur que quand il y a des problèmes de santé publique, mais là, il y a des millions de personnes qui sont affectées. Et la conséquence, c'est que ça crée une surcharge sur le système. Et c'est ça qu'on a vu cette semaine en Chine, pour ceux qui ont suivi les nouvelles de la Chine, c'est que le système de santé a craqué. Les médecins étaient épuisés, il y en a qui sont décédés, il y en a qui s'effondraient dans les hôpitaux d'épuisement. Ah oui. Et puis, donc, c'est le problème de tout ce faux agenda environnementaliste-là, ce mensonge de cette fausse religion de l'environnement qu'on essaie de nous faire avaler, qui est de la fumisterie totale, qui a pour un seul but de mettre en place le nouveau système économique basé sur des bourses du carbone, et ça je vous l'ai déjà expliqué, que c'est une nouvelle façon de faire l'économie, c'est pour remplacer les banques centrales actuelles, et ça n'a rien à voir avec l'environnement. Alors, c'est ça qu'ils essaient de nous pousser. Ils densifient l'espace, et à ce moment-là, il y a toute une quantité de gens qui vont décéder de la très haute densité de certaines villes, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, on en a un peu moins, heureusement. Il y a des grandes villes comme New York, comme Los Angeles, mais on est moins densifié. Alors, ça nous donne une chance. En Amérique latine, il y a des grandes villes aussi où la densité est extrêmement forte.
Et ça amène aussi au sujet des fameuses Guidestones où on nous prédisait une réduction de la population. Alors, c'est pour ça que moi je te parle de predictive programming. Ça fait longtemps qu'on nous annonce, parce que historiquement, on le sait qu'il y en a eu des grandes catastrophes. Comme il y a eu des impacts de météorites, comme il y a eu des grands tremblements de terre, des changements de pôle magnétique, tous ces grands événements-là, on court à environ aux 10 à 20 000 ans. Alors, on arrive à une époque où on est dans cette période-là, là, parce que ça prend un cycle d'évolution d'une population humaine, c'est environ ça, 10 000 ans. Et on y arrive, à cette époque spéciale dont tu nous parles, là, 2023, où qui est l'aboutissement d'une civilisation qui est la nôtre. Et dans ce cycle-là, il arrive toujours des catastrophes parce que c'est le cycle de l'énergie électromagnétique, de notre système solaire, de la rotation de la Terre dans la ceinture d'astéroïdes, du mouvement de notre galaxie, etc. Il y a tout en astrophysique, il y a tout un pan dont je vous ai parlé qui commence à être très avancé au niveau des connaissances de tout tout le système électromagnétique dans lequel on évolue et qui est cyclique et qui fait que les catastrophes reviennent à des moments très précis dans l'histoire, avec un range, comme on dirait, une fenêtre de quelques milliers d'années. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu différentes civilisations sur Terre qu'on commence à parler. L'archéologie interdite, qui c'est indéniable, à moins d'être très dogmatique, ou totalement ignorant, là, un des deux. On ne peut ignorer qu'on n'est pas la première grande civilisation. Et pourquoi? Ben, il est arrivé ces catastrophes-là, et puis il est arrivé des catastrophes liées à l'évolution de notre civilisation, comme densifier les populations. Ben, s'il y a une maladie, une bactérie, un virus qui est libéré, ben ça anéantit des segments de la population. Puis il y a aussi les risques de guerre, comme tu as parlé. Alors, comment on fera face à tous ces défis-là? Je ne sais pas, hein, mais moi je suis quand même optimiste. Il y a plusieurs qui disent dernièrement que, bon, toi tu en as parlé dans tes 40 ans, que les dits extraterrestres pouvaient être soit des civilisations du passé, mais aussi ceux du futur. Les gens qui suivent QAnon depuis quelque temps, parce que cette semaine, tu m'as parlé de QAnon dans notre conversation, Richard, puis je t'ai mentionné, il y a une théorie qui circule dans les amateurs de QAnon, que ce serait des messages ou de l'information ou des gens qui viendraient du futur, qui nous transmettraient des messages liés au phénomène de QAnon. Parce que les maniaques de QAnon savent, les fans de QAnon savent que les prédictions sont toujours faites en corrélation avec des chiffres. Exemple, à telle date, à telle heure, il y a un message qui a été mis en 2018, puis l'événement se produit en 2020, la même date à peu près la même heure. Fait que là, les gens de QAnon disent, hey, comment ça que la réponse arrive 2 ans plus tard, mais avec des chiffres qui sont similaires? Alors, il y a toute une numérologie qui est associée aux prédictions de QAnon, qui fait en sorte que c'est assez surprenant. Moi-même qui ai perdu beaucoup d'intérêt dans le phénomène, je dois admettre qu'il y a quand même des choses surprenantes. On sait que il y a toute une science au niveau de la numérologie dont les sionistes sont très passionnés. Et puis c'est très important pour eux, les kabbalistes. Et puis donc, est-ce que c'est des gens de cette mouvance-là qui nous poussent les thèmes de QAnon? Je sais pas. Mais c'est intéressant de voir qu'au même temps qu'on a la confirmation, on a des hypothèses qu'on considérait de la science-fiction il n'y a pas si longtemps. Alors, mon ami Jean, on arrive à la fin de notre émission et je veux répondre
Et je te relance la question que j'avais laissée au public la semaine dernière et je vous relancerai une nouvelle question pour la semaine prochaine. À toutes les émissions maintenant, on va finir avec un petit quiz. La semaine dernière, la question était simple. Est-ce que vous aimez mieux savoir d'avance le contenu d'un film? Est-ce que vous aimez mieux ne rien savoir? Ou est-ce que vous êtes intéressé à connaître au moins les punchs du film? Ou de rien savoir? Et la grande majorité des gens me disent oh, « moi, j'aime mieux rien savoir ». Toi, comment est-ce que t'es, Jean? Ah, moi, les punchs, je veux pas les savoir, mais je veux connaître en gros c'est quoi l'histoire pour savoir si ça m'intéresse ou j'investis mon temps sur d'autres choses. Alors, tu me parles de la série sur le Messie, pas sur le Messie, mais la série Messie. Tu me dis, en gros, c'est un gars du Moyen-Orient qui passe au travers d'une tempête. Il est né en Iran. Alors, il passe au travers d'une tempête qui s'abat sur un village. Les gens lui donnent le crédit d'avoir dévié la tempête. Et lui, il, avec un groupe de personnes, entreprend une quête vers Israël. Et puis, il y a un incident diplomatique qui émerge. Et puis, en même temps que cet incident diplomatique-là, il réapparaît subitement aux États-Unis, où une tempête également fait rage, des tornades, et où il est présent quand il y a des gens qui sont sauvés. Et de là, il entreprend un autre pèlerinage, un peu comme celui qu'il a fait au Moyen-Orient, vers Washington, qui l'amène à rencontrer le président, et il se produit toute une série d'événements extraordinaires dans son périple. Et puis, en gros, c'est l'histoire d'un moderne de comment ça se passerait s'il y aurait un Messie qui apparaîtrait aujourd'hui. Alors, je te raconte ça de même, Richard, ou tu me racontes ça comme ça, puis je te dis, oui, moi, ça m'intéresse, je vais investir les 10 heures, ou un peu moins de 10 heures, là, sur Netflix pour regarder ça, ou à tout le moins la première heure, voir si ça m'accroche, peut-être la deuxième heure. Là, ça m'intéresse. Si tu me parles d'une autre série, sans rien me dire, moi, j'irai probablement même pas voir. Oui, c'est ça. Alors, quand tu me parles de Game of Thrones, ouais. tu me parles de Game of Thrones, non, moi, ça me dit rien, Game of Thrones, puis j'investirai pas, je sais pas combien d'heures, là, ça a duré au total, mais non, merci, je passe sur celle-là. Alors, moi, personnellement, j'aime mieux savoir un peu de quoi il en retourne. OK. L'histoire ou l'aspect ésotérique de la question que je posais, est-ce que vous aimez mieux en savoir un peu, pas du tout, ou connaître les punchs, ou connaître la fin, etc. L'aspect ésotérique de ça, là, est-ce que vous voulez connaître votre vie avant d'être né? Votre plan de vie, les événements majeurs de votre incarnation sur Terre vont vous amener à vivre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Vous allez, après avoir passé l'expérience d'une vie dans la matière limitée dans le temps et dans l'espace, ça dure 65 ans, 75 ans, 90 ans, mais toujours est-il que c'est une expérience à vivre et que conjointement avec les forces de l'esprit, vous avez convenu d'aller le vivre, en sachant que, en revenant après, vous aurez votre graduation, probablement pour aller vivre sur une autre planète, qui ne sera pas une planète aussi difficile à survivre, le struggle for life, mais que vous irez sur une planète où ils ont déjà atteint le niveau de la paix durable sur la planète. Ici, on est encore dans un état primitif, on considère qu'on n'est même pas une civilisation, les humains. Alors ça, c'est un choix d'incarnation. Et avant d'être né, alors que vous êtes totalement spirituel, on vous dit, est-ce que tu veux le savoir ou tu veux jamais être informé de ce qui s'en vient dans ta vie? Même chose que la question, voulez-vous connaître le film? Les grands moments de votre vie, les grands moments du film, les punchs, vous aurez un accident d'automobile, vous risquez d'avoir les 2 jambes coupées, vous risquez de passer au feu dans votre maison, etc. Mais, au cours de votre expérience de vie, connaissant votre plan de vie, vous aurez, soit parce que vous allez le pressentir avant que l'événement arrive,
soit que vous allez avoir des flashs qui vous mettent en condition de bien saisir que ça s'en vient. Ou à ce moment-là, vous aurez 3 fois au cours de votre existence la possibilité de demander ce moi j'appelle le cadeau du ciel. C'est-à-dire une dérogation à quelque chose qui était prévu dans votre plan de vie, qui était habituellement désagréable. Et là, on peut faire des échanges. Pour un événement très désagréable, il y avait un événement prévu très agréable, de gagner à la loterie un demi-million. Ben là, au lieu d'avoir les 2 jambes coupées, tu vas pas avoir les 2 jambes coupées, mais tu n'auras pas ton cadeau de un demi-million à la loterie. Et les deals se font rapidement. Et à ce moment-là, ta vie, curieusement, c'est du théâtre. C'est pas facile à comprendre qu'on vit du théâtre ici. On remplit un rôle parce qu'on a besoin d'acteurs dans la pièce. Alors, on te demande de l'autre bord, « Hey, il y a quelqu'un, on a besoin pour jouer ça, il va être le camelot du matin. » Qui veut aller jouer le rôle du camelot du matin? Ben, il y en a qui vont dire, « Moi, ça m'intéresse. » OK. On va les voir, puis là, ton rôle vient. Ça, c'est dans la fonction de travail, mais il y a une fonction aussi biologique, il y a une fonction spirituelle, il y a une fonction intellectuelle, il y a toutes sortes il y a 7 niveaux. Et à ce moment-là, vous faites votre choix et vous allez le vivre. Mais sachez que la façon dont vous raisonnez devant un film, un roman ou une série télévisée en disant « Moi, je veux rien savoir », bien, vous faites partie de ceux qui ne voulaient rien savoir de ce qui s'en venait dans leur vie. Pourtant, il y en a qui vont aller voir une voyante, qui vont aller voir un tireur de cartes, qui vont essayer de savoir des choses. Ça arrive un peu sur le tard. Vous pouvez peut-être avoir la grâce d'apprendre des choses qui arriveront de votre futur. C'est possible. C'est possible. Ça peut être aussi que vous aviez demandé d'être informé des événements punch de votre vie. Alors, on ne vous les apprend pas tout jeune. Vous ne vivriez pas votre vie. Vous seriez toujours obsédé par les événements majeurs. Il y a des gens qui vivent avec des obsessions. Ils ont peur d'un feu. Ils ont peur de traverser un pont en automobile parce qu'ils ont peur de tomber. Parce que peut-être un jour, ils vont traverser un pont pendant qu'il va y avoir un tremblement de terre et l'auto va prendre le bord et ils vont tomber en bas du pont. Il y en a qui vont dire c'est peut-être dans une vie antérieure qui ont vécu la chose et qui ont ramené dans leur nouvelle incarnation un drame. Oui, on se comprend, là? Alors, c'était le petit jeu que je vous amenais à prendre en considération sur une piste complètement extérieure, un peu comme le gros laboratoire de Jean-René Dufort. Les gens, ils les focalisent sur quelque chose, puis après, ils les informent en disant, vous savez, vous avez porté attention à ça, mais c'était pas ça qu'on voulait savoir. C'était l'autre affaire. C'était pas de savoir si le film vous intéresse, si vous voulez connaître les punchs, si vous voulez connaître la fin. Moi, quand j'étais jeune, on m'a proposé de connaître mon plan de vie. J'avais 13 ans. Et j'ai réfléchi un bout de temps, puis à un moment donné, ils ont dit, ben là, ça fait assez longtemps que tu réfléchis, là, décide. Ben, j'ai dit, j'aimerais juste savoir si ça finit bien. Ils ont souri. On dit, c'est rare que quelqu'un nous demande ça. Tu veux juste connaître la fin de ta vie? Oui, j'ai dit, je veux savoir. Ben, ils ont dit, OK, c'est bon, parce que on peut pas tout te dire de ce qu'il va avoir à vivre, ce que tu vas avoir à vivre, mais ça finit très bien. Ben, j'ai dit, moi, je suis content. Si c'est ça, j'y vais. Et là, j'ai connu la vie que j'ai vécue, avec des moments fun, des moments moins fun, mais on sent très bien que mission accomplie. On est rendu en 2020, et après 43 ans d'ésotérisme expérimental au Québec, je pense avoir rejoint énormément de gens, et je me rends compte maintenant que les beaux jours arrivent, il y a des gens qui réalisent à quel point on n'a pas embarqué le monde dans une secte. Jean, t'es pas trop déçu de notre démarche? Non, bien sûr que non. Et là, tu es avec nous maintenant. Et c'est toi-même qui nous transmet des informations. Et toi-même, tu as vécu une année pénible avec, il n'y a pas longtemps, le décès de ton père, dernièrement le décès de ta mère. Est-ce que tout ça, les connaissances ésotériques qu'on transmet, qu'on diffuse, qu'on discute ensemble, ça a un sens? Ben, ça alimente la réflexion, comment on vit les choses. C'est très important. Parce qu'on n'a plus de religion pour nous enseigner ces sujets-là. Et on voulait trop nous obliger à embarquer dans... C'est comme quand quelqu'un nous
nous approche avec des pamphlets puis des choses, on dit, hey, vas-tu faire... Oui, à toi, dimanche, il va falloir aller à la messe. Oui, à toi, vendredi, vous ne mangerez pas de viande, vous mangerez juste du poisson. À un moment donné, tu te dis, attends une minute, ça se peut que ça ait du bon sens, mais on peut-tu vivre sans être obligé à toutes ces affaires-là? Ça, puis aussi, c'est que c'est dogmatique. Toutes les institutions sont dogmatiques. Alors que quand tu proposes une démarche open source, Ouais. comme en informatique, c'est ouvert. Les gens peuvent prendre ce qu'ils veulent d'un code informatique, modifier un logiciel pour que le logiciel fasse d'autres choses différemment. Donc, si ton logiciel met ton écran bleu, ben toi, tu veux que ton logiciel mette ton écran rose, ben tu reprends le même code puis tu le modifies pour que ton écran d'ordinateur soit de la couleur que tu veux. Puis toi, si tu veux que au lieu d'être une couleur, ça soit une photographie sur ton écran d'ordinateur, ben tu prends le même code puis tu dis, au lieu d'être une couleur, je veux que tu ailles chercher la photo puis que tu la mettes sur mon écran. Alors, c'est un peu ça la démarche d'ésotérisme expérimental au cours des années. Et de d'autres aussi, dans d'autres langues, espagnol, anglais et autres, qui ont eu une démarche similaire à la tienne. Oui. Et puis, c'est certainement pas un hasard que ces gens-là ont présenté des démarches de façon ouverte aux gens pour qu'on puisse prendre ce qui nous convient. Parce qu'au fond, c'est ça, on prend ce qui nous convient, ce qui nous nourrit, personnellement. Il y a des gens qui sont allergiques aux arachides, puis il y en a d'autres que c'est leur source de protéines principale. Alors, on prend ce qui est bon pour nous. Puis ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement pour toi, mais ça ne nous empêche pas d'être de bons amis. Alors, pour la question de cette semaine, on est prêt? Alors, je vais te la poser la question, Jean, mais je pense que tu as déjà répondu. Aussi, j'en ai une question pour toi après. OK. Alors, pose ta question, je te poserai la mienne. Aimes-tu mieux la poser tout de suite ou après? Non, je vais te laisser, vas-y. OK, alors la question de la semaine, à laquelle je donnerai l'explication ésotérique la semaine prochaine. Et en passant, la semaine prochaine, je serai à Québec. Oui, tiens, j'en profite puisqu'on arrive à la toute fin, où je le mettrai dans le générique à la fin. Allez voir le générique à la fin, vous allez voir où je m'en vais à Québec. C'est en conférence, lors d'un souper ufologique avec Yann Vanney et plusieurs invités. On est nombreux dans la soirée du samedi 1er février. Et dans la journée du 1er février, ben, je vais être à l'émission de Carole Lauzé. Ben oui, elle a une émission à Lévis sur la radio. Tout le monde peut l'entendre sur les ondes, à la radio là-bas. Et 96.9 FM. Mais de 11h, c'est tout ça, de midi à 2h. De midi à 2h tous les samedis, en direct, sur 96.9 FM de Lévis. Et après, c'est disponible en podcast sur Internet. Bon. La question maintenant pour cette semaine. Est-ce que pour un livre, un roman, un livre, etc., un film, une télésérie, on connaît les teasers, les bandes-annonces qui sont courtes, réduites, puis on sait très bien qu'on voit des images, ça passe vite, ça se déroule en 15 secondes, des fois 30 secondes, 1 minute maximum. Et là, on voit tellement d'images qu'on se dit « Wow, ça m'intéresse, on va aller le voir ». Quand tu arrives dans une série qui dure 2 heures, une série qui dure 10 semaines comme Massia, là, tu te dis, ouais, c'est long pas mal, puis il y a des bouts, là, j'aurais fait zip. Ben, tu peux le faire quand tu l'as enregistré d'avance. Dans un livre, c'est plus difficile à faire. Mais dans un film, on peut faire... Est-ce que vous aimez mieux des films réduits à sa plus simple expression, des films qui sont plus longs, ou d'autres qu'on appellera d'ambiance? Alors, vous avez le temps de... Moi, je me souviens qu'il y avait une émission de Radio-Canada qui était tous les soirs à 7 heures et qui a duré des années de temps. C'est un peu comme les belles histoires des pays d'en haut. Ça a duré. Alors, c'est un choix d'ambiance, un peu comme Star Trek ou La Guerre des Étoiles ou Game of Thrones, ça a duré 6 ans. Et ça a fini quasiment à queue de poisson. Ça, là, connaître la fin, moi, c'est ce que je voulais savoir de ma vie. Ça finit-tu bien? Ça a fini. On s'arrange bien avec ce qu'on peut.
Mais là, Geneviève, je l'entends, elle me dit, oui, puis on sait que tu meurs à la fin. Ça, c'est le dû de tout le monde qui vit sur la terre. Ça finit à un moment donné. Figurez-vous que le rideau tombe à un moment donné. Ben, il descend, il tombe pas, parce que quand il tombe, il va tomber à terre, puis là, tu vas voir sur le théâtre que hey, tout le monde est là, qui se demande qu'est-ce qu'il fait, le rideau à terre. Alors, pour dire donc que j'ai le témoignage d'Alain Niala, à qui j'ai posé la question, est-ce que tu aimes ça, toi, les films, les téléséries qui durent longtemps, ou t'aimes mieux ça court? On écoute son témoignage. On revient. Ben, c'est une curieuse question dans un sens, parce que ça dépend tellement de la série. En fait, toute la question, c'est est-ce que la série est bonne ou pas bonne? Évidemment, ça, c'est rien qu'une question de goût. Certains vont trouver que c'est beaucoup trop long, puis d'autres vont trouver qu'ils n'en ont pas eu assez. Ça dépend. Moi, je privilégie des séries immersives, donc peut-être un peu longues, mais à condition qu'elles soient bonnes. Alors, de mon point de vue à moi, une série dans laquelle il n'y a que des rebondissements de l'action, des poursuites de chars, c'est toujours trop long. Moi, je fais ma critique par rapport, par exemple, c'est pas une série, mais à la trilogie de la Matrice, qui était des films absolument superbes, mais dont on serait quasiment passé des deux autres, là, des deux derniers. Le premier est un chef-d'œuvre. On aurait pu faire un seul film avec les deux suivants. Alors, c'est sûr que l'argument que au cinéma, comme dans les séries, on étire la sauce pour vendre plus de contenu au public, c'est sûr que c'est une évidence. Mais est-ce que c'est toujours un mal? Non. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant on va faire une mauvaise série. Les gens font leur possible pour faire quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, il y a des très bonnes séries immersives. J'ai commencé à regarder Messia, par exemple, puis pour le moment, j'adore ça. Comme j'en ai vu que deux émissions, là, je peux pas savoir si ça va devenir redondant. C'est sûr qu'une série qu'on étire, on se répète, hein, puis les choses deviennent récurrentes. Alors ça, c'est sûr que c'est l'inconvénient de faire des séries. Mais d'un autre côté, ce qui est sous-estimé, puis ce qui est peut-être l'impact médiatique extraordinaire de la période dans le moment, c'est que les séries offrent la possibilité de déployer un sujet beaucoup plus en longueur. D'une certaine façon, ça, à part évidemment tous les inconvénients que ça peut avoir, c'est un avantage. C'est-à-dire que maintenant, surtout avec des séries qui, à l'occasion, sont meilleures que les films. Parce qu'elles sont beaucoup plus déployées, avec beaucoup plus de détails, et on peut vraiment mieux comprendre le thème, la philosophie de l'auteur, les éléments dramatiques sont beaucoup mieux analysés, les personnages sont plus développés. Donc, d'une certaine façon, c'est très intéressant, une série. Alors, toi, est-ce que c'est ça ton choix, de voir quelque chose court, réduit, intense, ou donner le temps de digérer les étapes? Moi, j'aime bien digérer les étapes. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Ben, je te remercie beaucoup, Jean. Ça a été une belle rencontre. Et tu recommandes la série Messia? Ah oui, moi j'ai bien aimé. Et puis, avec Netflix, ben, c'est facile, hein? Il y a un petit bouton pour avancer de 10 secondes là, à la fois si vous trouvez que ça va trop lentement. Si ça va pas, ben, vous sautez avec votre souris. Si ça va pas, vous allez à l'autre épisode d'après. Puis si ça fait pas, ben, vous arrêtez de le regarder. C'est ça qui est formidable. Puis en plus, vous vous abonnez à chaque mois. Ça fait que si vous voulez juste écouter ça, puis vous voulez vous désabonner, ben c'est tout. C'est formidable pour ça aussi. Fait que c'est très intéressant de ce côté-là. Et puis, bien Richard, ben moi je te remercie encore une fois. Et puis, je lis vos commentaires. En passant, je veux juste revenir là-dessus. Je lis les commentaires qui sont écrits. La dernière fois, j'ai pas eu vraiment l'occasion de répondre, mais j'essaie de vous remercier à chaque fois, là. Et puis, même si on n'est pas d'accord, moi, j'aime bien que les gens écrivent leurs commentaires, parce que ça amène un échange, une discussion, ça amène de la vitalité dans notre démarche. Et je sais que tu avais mis mes remerciements dans le Club Créé, alors j'en profite encore pour remercier les gens qui m'ont écrit une petite note suite au décès de ma mère. Merci beaucoup, soit sur Facebook, sur le forum. Je pense qu'il y en a eu quelques-uns sur YouTube. Il y en a qui m'ont écrit personnellement parce qu'ils se souvenaient de mon adresse sur Gmail, Jean de Floride, si je me souviens bien, ou Jean de Flore,
gmail.com. Vous voyez, j'y vais pas souvent, je m'en souviens même pas. Alors, bien, Jean de Floride, Geneviève, elle me dit, c'est Jean de Floride. Bon, parfait. Alors, merci beaucoup à ceux qui m'ont écrit un peu partout. Je m'excuse de ne pas vous avoir répondu, mais j'ai tout lu vos commentaires et vos messages. Alors, merci beaucoup encore une fois. Moi, je vais aussi sur le forum Orandia lire les communications que les gens se donnent entre eux. Des fois il y a 500 personnes qui ont été voir un communiqué, donc même s'il n'y a pas eu de réplique, il y en a quand même 500 qui sont allés le voir. C'est comme les compléments surprenants. Les gens ne peuvent pas écrire directement en bas des compléments surprenants. Ça risquerait de faire des chapelets là, qui n'en finiraient plus. Sauf qu'il y a des gens qui reprennent des extraits de notre émission, du Vidéorandia, ou, ce que j'aime encore plus, c'est des gens qui sont dans le Club Créé. Comme là, dans le Club Créé, il y a une heure avec Alain Niala qui est extrêmement intéressante sur les mythes créateurs, là. Et on a évité de se mettre les pieds d'un plat. Mon ami Jean qui nous a dit, faites attention, YouTube avec des robots. Ils passent vite sur certains sites, puis ils censurent des choses. Alors, pour ne pas être censuré, on ne met pas les mots-clés qui risquent de nous faire censurer. Alors, dans le Club Créé, fiez-vous pas seulement au titre qu'on donne. Je peux vous jurer là-dessus, si vous allez voir l'entretien avec Alain Niala du mois de janvier, dans le Club Créé, ça va beaucoup plus loin que juste l'expression qu'on a donnée comme titre, le mythe du héros. Allez le voir, vous en reviendrez pas. J'ai même eu des messages de gens qui m'ont dit, c'est extraordinaire cette émission-là, c'est la meilleure vidéo du Club Créé qu'on a jamais vue. Ben, ça vaut le détour. Mais on se dit, c'est réservé à nos abonnés, ça nous encourage, non seulement ça nous encourage avec une bonne tape dans l'épaule, là, c'est pas rien que ça, là, c'est des gens qui payent un petit montant minimal, qui est 12,50$ par mois s'ils prennent pour un an, ou 25$ par mois, pour nous aider à financer toute l'opération. C'est très important tout ça. C'est un signe physique, visible, qu'on s'entretient et qu'on s'aide, on s'entraide. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans le Club Créé qui sont en renouvellement présentement, en janvier et aussi en février, pour l'année qui vient. Et puis, Richard, peut-être en terminant, vu que ça bouge beaucoup sur YouTube, des nouveaux algorithmes, des gens qui se font retirer sur YouTube, deux choses. Si vous n'êtes pas déjà abonné au canal de Richard, Orandia TV, abonnez-vous, c'est très important, c'est gratuit là sur YouTube, c'est le petit bouton abonnement ou s'abonner, je pense. Oui. Et puis aussi le pouce par en haut, très important, les interactions, vos commentaires en dessous du vidéo ou quand c'est en direct en chat, mais c'est très important les commentaires sous le vidéo et surtout mettre le pouce par en haut. On sait qu'il y en a qui sont abonnés au pouce par en bas, avant même que l'émission commence. Mais tous ceux qui l'écoutent jusqu'à un certain point, si vous voulez mettre un pouce par en haut, de toute façon, pouce par en haut, pouce par en bas, c'est important pour l'algorithme. Les commentaires, même si c'est juste un merci, on a aimé ça, c'est l'interaction qui fait que le vidéo monte. Et puis, Richard, c'est quoi encore l'adresse du site web? Parce que si jamais tu étais débranché de YouTube dans le futur, c'est l'endroit où on pourrait aussi retrouver, où tu te retrouveras si tu n'es plus sur YouTube un jour. Alors, c'est quoi encore l'adresse du site web? Ben, le site web régulier, ésotérisme-exp.com. Et si, comme c'est arrivé à l'époque de Noël, on avait un Vidéorandia qui avait été retenu, ils appellent ça comme ça, retenu pour examen. Résultat, pendant 3 jours, il n'y avait pas de Vidéorandia. Le lundi, on a décidé d'en mettre un qui était ailleurs que chez YouTube. Et ça a fonctionné très bien. Et on l'a mis où? On l'a mis sur notre site, esotérisme-exp.com, et aussi dans le forum Orandia. Alors, le forum Orandia, il n'est pas chez YouTube, il est ailleurs, complètement chez un autre serveur, et ça nous permettait d'aller mettre notre vidéo chez ce serveur-là, et tout le monde y a eu accès au Vidéorandia qui était sous observation, et on en avait fait une autre version différente qu'on a mis chez ce serveur-là qui est localisé à Montréal, et ça a permis à des gens de suivre, de nous rattraper, et quand le YouTube a fini par l'accepter sans avoir fait aucune censure, ben, c'est parce qu'il y avait une chanteuse, c'est Claire Garand, elle avait disqué sur un CD,
Puis malheureusement, sa chanson, sa voix à elle, a été reconnue par les robots. Ils ont dit, hey, il y a des droits d'auteur. Ben oui, mais t'es avec nous autres dans l'émission, ça ne pourrait pas être plus légal. Oui. Mais avant et l'adresse du forum, c'est quoi encore? L'adresse du forum, c'est... là, je pense que c'est... Ça se prend sur mon site. C'est de toute façon, si on rentre dans Google, si on rentre forum Orandia, voilà. Ça sort encore. Exactement, merci Jean. Je l'ai déjà fait dernièrement. Oui. Et puis, comme je vous ai déjà mentionné à toi et à Geneviève, ce serait bon de penser de vous ouvrir un autre canal sur une autre plateforme que YouTube. Très important. Et puis, alors que vous pouvez encore annoncer que vous avez un canal ailleurs. Ça, c'est très important parce qu'il y a encore, cette semaine, il y a encore eu des gens qui se sont fait couper sur YouTube. Et nous-mêmes, quand on a fait des vidéos ensemble, tu te rappelles, il y a déjà eu de la censure. Alors, ah ben oui, un mot qu'il ne faut pas répéter, que je vais répéter 3 fois, là, ils n'ont pas de ça. Alors, ceci dit, je pense que c'est important que les gens qui écoutent l'émission écrivent sur un bout de papier à quelque part l'adresse du site web ou dans leur bookmark sur leur navigateur. Et puis éventuellement, si tu ouvrais un canal ailleurs, ça serait une bonne chose, Richard. Juste comme mesure de prévention. Merci des conseils. Ça me fait plaisir, puis à bientôt. À bientôt, Jean. Geneviève peut lancer le générique maintenant. Vous venez d'assister au Vidéorandia de la semaine du samedi 25 janvier 2020, le numéro 4 de l'année 2020. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité Jean de Floride, Jean de Flore, directement de chez lui à Québec. Et pour nous parler entre autres de la série Machia, Messie, l'Antéchrist et non l'Antichrist. Comme il est dit dans certains textes, il est ici, il est là-bas, n'allez pas voir. Dans le complément surprenant, vous trouverez beaucoup d'informations complémentaires. Et il y a la version MP3 fournie par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia, à la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, à la régie, la mise en onde, Spirale. C'est une production Orandia, Phoenix. Voici quelques-unes de nos suggestions de vidéos. Bonne semaine!